Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour cet événement qui s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. C'est un événement qui a lieu du 10 au 21 octobre, donc il reste toute cette semaine pour pouvoir visionner des webinaires sur différentes thématiques. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est Je souhaite me reconvertir. Donc, quelques règles et consignes avant que nous démarrions, que nous entrions dans le vif du sujet. La possibilité pour vous de poser vos questions via l'onglet questions, pas de chat, nous on regardera l'onglet questions uniquement. Donc n'hésitez pas. Si, voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou aussi dans le chat pour nous dire que vous êtes bien là, que vous nous entendez bien et que tout se passe bien. Dans l'onglet questions, vous pouvez pousser un petit peu les questions qui vous intéressent. Si des personnes posent la question que vous avez, que vous vous posez également, vous pouvez cliquer sur un petit carré juste à côté et pouvoir pousser votre question pour qu'elle apparaisse en priorité et qu'on y réponde le plus rapidement possible. On gardera peut-être les questions pour la fin. On va essayer, de toute façon d'y répondre aussi en direct, dans l'onglet, mais on en reprendra, si on a le temps, on en reprendra à la fin. Cet événement des semaines de l'évolution professionnelle est organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, qui sont des opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. Et cet événement 100% digital est organisé en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Donc voilà, c'est au cœur d'un programme de 100 webinaires thématiques. N'hésitez pas à vous connecter sur le site Semaine de l'évolution professionnelle. Il y aura des replays. Voilà, c'est une question qu'on nous pose souvent. D'ici quelques jours, vous aurez l'événement qui sera accessible en replay. Aucun souci, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Donc il y a vraiment des thématiques très diverses. Aujourd'hui, je suis entourée de Laetitia, Philippe, et je vais les laisser se présenter. Auparavant, vous dire un petit peu qui je suis. Marlène Pillet, je suis chargée de partenariat pour le groupement Évolution en Île-de-France, qui donc accompagne les conseillers en évolution professionnelle, pardon, qui accompagne les salariés dans le cadre de leur évolution professionnelle, dans le cadre du CEP, du conseil en évolution professionnelle, qu'on va vous expliquer aussi ce matin. Je laisse la parole à Laetitia pour qu'elle se présente. Ok, t'es sûr que tu veux pas que ce soit Philippe, comme ça on fait le tour du CEP? Eh Ou ben pas? non, Non, eh ben les femmes non. d'abord. C'est toi, Laetitia, d'abord. Tu Les es notre femmes invitée. d'abord. D'accord, voilà, Laetitia, comme ça Philippe garde la main. Ok, ok. Alors les femmes d'abord, du coup, bon, bah, sache que la connexion est très bonne, c'est ce que tout le monde dit sur le chat. C'est parfait. Donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laetitia Gamrasny, je travaille pour Transition Pro Île-de-France. Donc, Transition Pro Île-de-France, pour ceux qui connaissent cette appellation, sachez qu'on nous a davantage connus sous le nom de FONGECIF pendant 36 ans. Donc, nous étions financeurs du congé individuel de formation. Depuis le 1er janvier 2020, nous nous sommes transformés et nous portons l'appellation de Transition Pro. On a des missions qui restent assez similaires, notamment dans le cadre de financement de parcours de reconversion professionnelle et également d'autres dispositifs. Donc, je vous en dirai quelques mots au cours de cette intervention. Et je serai également présente, de même que Philippe et Marlène, pour répondre aux questions sur le chat, en sachant que voilà, qu'il y aura certaines questions qui vont être répondues à l'oral, d'autres à l'écrit. Donc, voilà. Je laisse la main à Philippe. Bon, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette petite heure. On est ensemble pour intervenir sur, en effet, une thématique qui nous est chère, hein, c'est la reconversion. Donc, on va rentrer dans le détail. J'ai en charge les partenariats avec Marlène sur l'Île-de-France. On va essayer de dégrossir les éléments essentiels. Pour les points très techniques, on vous invitera à en prendre rendez-vous, en effet, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, on est ravis tous les trois de vous retrouver pour cette présentation. Alors, je souhaite me reconvertir. On va aborder différentes thématiques. On va décortiquer un peu plus ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. C'est en effet, ça concerne quelle personne, comment on peut le mettre en œuvre, ça consiste en quoi. Quand on parle d'une reconversion, quelles sont les différentes étapes pour élaborer un projet professionnel? Et quand on a évoqué ces étapes, après, c'est y a-t-il des dispositifs qui vont m'aider dans ma reconversion? Et enfin, sur quelque chose de très opérationnel, c'est comment je fais demain pour solliciter le conseil en évolution professionnelle. Quelques éléments importants à bien repréciser
le conseil en évolution professionnelle, quelles sont ses caractéristiques? Le premier élément, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est financé par des fonds publics. Donc, à chaque fois que vous aurez un rendez-vous avec l'un de nos conseillers, vous n'aurez rien à payer. Deuxième élément, c'est un service qui est confidentiel. Il n'y a aucun échange, que ce soit auprès de votre employeur, auprès de votre famille, auprès de qui vous voulez. Les éléments que vous évoquez entre vous et le conseiller restent vraiment secrets. J'allais dire secret défense, presque. C'est un conseil qui est neutre. On n'a rien à vous vendre. Alors, quand on parle de neutre ou impartial, le conseil en évolution professionnelle, il est là avant tout pour vous aider et il n'a aucun intérêt. Donc, il ne facture rien. Nous n'avons pas de formation à vous vendre. Voilà, donc c'est à ce titre que nous sommes dans la neutralité et l'impartialité la plus complète. On ne fait pas partie de votre famille non plus. Donc, la même chose, quand il y a des choses à vous dire et à partager, eh ben, les choses se font naturellement. En plus, c'est un service qui est accessible dans le sens où vous verrez que pour prendre rendez-vous avec nous, c'est facile et que derrière, les échanges pourront être à la fois téléphoniques, en visio ou en face à face. L'objectif avant tout du conseil en évolution professionnelle, c'est concernant entre guillemets notre public pour lequel nous sommes mandatés, c'est de nous occuper des salariés qui sont sous contrat de droit privé. Donc désolé, nous ne pouvons pas accompagner les personnes fonctionnaires. Et nous accompagnons aussi les indépendants. Et l'objectif, c'est de faire un point sur votre situation professionnelle et derrière, de vous aider à formaliser, à élaborer si besoin, hein, chacun est différent, un projet professionnel de reconversion et mettre en œuvre une stratégie. Voilà. Qui met en œuvre le conseil en évolution professionnelle? On va commencer sur la droite de l'écran. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous situez. Voilà. Si aujourd'hui, vous êtes dans une phase de demande de reconnaissance par rapport à un handicap ou que vous êtes déjà dans cette situation, il y a un réseau qui est spécialisé, c'est Cap Emploi. Si maintenant, comme nous trois, et vous aussi, on a moins de 26 ans, eh bien là, on peut aller directement auprès des réseaux des missions locales. Enfin, si on est en situation de demandeur d'emploi, là, c'est auprès de Pôle emploi que le conseil en évolution professionnelle est déployé. Si je suis cadre, c'est le réseau donc de l'association pour l'emploi des cadres qui pourra m'accueillir, même si aussi je suis demandeur d'emploi. Et enfin, sur la gauche complète, donc là, si je suis salarié du secteur privé ou travailleur indépendant, je peux parfaitement m'adresser à l'un de ces opérateurs régionaux que sont le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE sur l'activité Guyane, Axis Martinique et Antea avec le réseau EVA, je l'ai déjà dit. Voilà les opérateurs auprès de qui vous pouvez vous adresser pour le conseil en évolution professionnelle. Quel est l'objectif? L'objectif, il est vraiment avant tout en fonction de vous, et on est tous différents. Donc, vous voyez qu'on a essayé de résumer un peu la situation qui peut concerner des questions de mobilité interne ou externe. Voilà, je me pose des questions. J'ai envie aussi d'acquérir une reconnaissance, une formation différente avec une notion de certification. Je me pose des questions carrément sur reprendre une activité ou créer ma propre activité, hein, le côté porteur de projet. Et puis, la thématique qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, là, carrément, changer de métier, changer d'univers, en effet. Là, on va plutôt parler de reconversion. Mais le CEP peut traiter aussi des questions liées au développement de compétences ou à l'évolution professionnelle au sens large. Comment va se mettre en œuvre le conseil en évolution professionnelle? Deux éléments clés. Avant tout, c'est qu'il va s'adapter à vous. C'est un conseil donc qui est vraiment personnalisé, qui est individualisé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va se rencontrer, on va d'abord écouter quel est votre besoin, quelle est votre demande, pourquoi vous venez nous rencontrer. Et on va, dans un premier temps, vous faire ce qu'on appelle un premier niveau d'information sur les métiers en général qui peuvent être des axes de réflexion, l'offre de formation en général. Alors, on parle de formation, hein, on est dans un environnement professionnel, et puis tous les dispositifs de financement qui vont pouvoir vous aider. On va ensuite travailler sur quelles sont les différentes étapes, les démarches qu'il va falloir que vous mettiez en œuvre et comment ces étapes peuvent se mettre en œuvre. Quand on vous parle d'un accompagnement personnalisé, c'est clairement que le conseiller
va vous permettre d'accéder à une information qui, avant tout, vous sera utile et qui va vous aider à vérifier, à analyser déjà votre projet et à analyser aussi la réalité de la faisabilité de votre projet. Ensuite, pour mettre en œuvre, eh ben, on est sur un plan d'action cette mise en œuvre, vous n'allez pas être seul. On va vous accompagner dans sa mise en œuvre. Il y a dans un projet professionnel différentes étapes nécessaires, à la fois dans l'élaboration et après dans la mise en œuvre. On est aujourd'hui sur la thématique vraiment de la reconversion. Alors, quand on parle de reconversion, c'est quoi? On est bien d'accord que c'est avant tout un objectif qui vise à changer de métier, vraiment, ou de changer de statut professionnel. Les raisons de cette reconversion, derrière, est-ce que c'est pour trouver un nouvel emploi, exercer, ce qu'on parle des métiers de ses rêves, on a tous plus ou moins en tête, on aurait aimé faire, etc. Peut-être que c'est le moment. Donc, concrétiser un nouveau projet et puis un point commun qu'on va retrouver assez souvent aussi auprès de nombreuses personnes qu'on accompagne, une certaine lassitude dans ce que l'on fait actuellement. En réalité, quand on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de changer de métier? Il va falloir qu'on regarde ensemble les différentes étapes pour élaborer et mettre en œuvre votre nouveau projet professionnel. C'est pleinement le rôle du conseiller en évolution professionnelle. Quelles sont les différentes étapes? La première des choses à faire, c'est il faut qu'on fasse un point sur son parcours. Voilà. Et quand je dis son parcours, on parle du vôtre. La première étape, c'est ça. Et cette étape, elle doit vous permettre à la fois de faire ressortir les différentes expériences significatives. Vous pouvez avoir, en fonction de l'âge que vous avez, du nombre d'années que vous exercez, une multitude d'expériences. Il faut faire ressortir celles qui ont plus d'impact. Ensuite, c'est vous permettre de prendre de la hauteur, prendre du recul sur chacune de ces expériences. Mais quand on parle d'expérience, n'oublions pas, vous n'êtes pas résumé qu'au cadre professionnel. Il y a aussi ce que vous êtes et ce que vous faites en dehors. Et là, on parlera aussi d'expérience extra-professionnelle. L'idée, c'est de dégager ce qu'on appelle un fil rouge. C'est en effet un point commun sur l'ensemble de votre parcours qui va en effet permettre de mieux vous présenter, de mieux vous connaître. Et globalement, quelque part, de vous mettre plus à l'aise sur cette question type que vous avez et que vous aurez encore, c'est globalement être capable de présenter son parcours, mais présenter son parcours de façon vendeuse dans le bon sens du terme. Et puis, dans cette étape de faire le point sur son parcours, globalement, c'est permettre d'ouvrir le champ des possibles et au travers de l'ensemble des compétences. Et ça, on reparle bien des compétences qui sont à la fois professionnelles et extra-professionnelles. L'idée étant d'identifier la notion de possible sur les différentes orientations professionnelles. Deuxième étape importante, c'est identifier et valoriser ses compétences. Oui. Et quand on parle des compétences, c'est de mettre en avant aussi, associé à ces compétences, la notion de valeur. Ce que l'on est en dehors de l'activité professionnelle, globalement, va se retrouver aussi dans la façon dont on va travailler professionnellement. Donc, il est important que vous soyez au clair sur les valeurs qui ont du sens pour vous. Et derrière cette étape de valoriser ses compétences, bien entendu, c'est, on l'a évoqué, l'extra-professionnel, mais aussi les dimensions sociales que vous pouvez avoir. Identifier et reconnaître vos compétences, c'est un des éléments clés qui va vous permettre demain d'être plus au clair et mieux avoir en tout cas plus d'arguments dans l'explication de ce que vous voulez faire. Et puis, il faut synthétiser sur ce qu'il y a de la valeur dans ce parcours professionnel et extra-professionnel. Mettre en évidence aussi les compétences qui vont pouvoir en effet être transférables, passer d'un univers à un autre, et pour cela, les illustrer avec des situations précises que vous aurez pu déjà expérimenter, vos propres expériences. Troisième étape, identifier donc ses ressources, et on revient sur la notion de valeur et motivation. Cette étape-là, elle doit vraiment vous permettre de mettre en avant vos valeurs personnelles et professionnelles. Et c'est clair qu'on va mettre en avant ce qui compte pour vous, pour que vous soyez beaucoup plus en adéquation et je dirais en harmonie avec le projet sur lequel vous voulez travailler. Identifier vos centres d'intérêt et formaliser votre motivation va vous permettre aussi de donner du poids et de bien vous sentir d'autant plus motivé sur ce que demain vous allez avoir comme reconversion. Quatrième étape,
Dans le champ des possibles, il va falloir faire de l'exploration. Donc, explorer les métiers. Alors, je vous rassure, on est là avant tout pour travailler en fonction déjà de ce que vous avez en tête. Nous, on n'est pas là en tant que conseiller en évolution professionnelle pour imposer les choses. On va simplement s'assurer que vous ayez réfléchi à tous les champs des possibles et on est dans le cadre d'échanges. Donc là, cette étape, elle est faite pour que vous puissiez aussi découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux environnements professionnels. Et bien entendu, il faut que ça soit en harmonie avec vos motivations, vos centres d'intérêt, mais aussi les compétences que vous avez déjà acquises, puisque vous avez automatiquement acquis de nombreuses compétences. Ensuite, il va falloir les confronter avec les réalités de terrain. Pour ça, on va vous inviter à mener des entretiens et des enquêtes métiers auprès de professionnels. Ensuite, aussi, aller sur le marché pour vérifier un peu ce qu'on appelle recueillir des données, pour que vous ayez une vision aussi quantitative, qualitative. Dernier point important aussi, plus on est proche du terrain, et mieux vous aurez une vision exacte de la réalité du métier ou du secteur sur lequel vous voulez aller. Et là, on vous invitera et on vous aidera à aller vers des périodes, ce qu'on appelle d'immersion. Le tout faisant que ça vous donnera une réalité de faisabilité de votre projet. Cinquième étape, déterminer son projet principal. Voilà, l'idée, c'est qu'on a pu évoquer, vous avez pu mettre en avant différentes réflexions et que toutes les étapes précédentes ont pu dégager un certain nombre de pistes professionnelles. Et l'idée, c'est d'en faire ressortir plutôt un projet principal, un projet professionnel, voilà, unique. Et l'idée, c'est que ce projet professionnel, une fois que vous l'avez arrêté, qu'on puisse passer ensemble aux étapes suivantes. Les étapes suivantes, on est dans la mise en place d'actions. Voilà. On a défini le projet professionnel, le vôtre, vous avez défini le projet professionnel. Il faudra donc maintenant établir un certain nombre d'étapes au travers d'un plan d'action qui va vous permettre en effet de mettre en œuvre ce projet, donc d'aller vers la concrétisation de ce projet. Et on va rentrer après sur la notion qu'au travers de ce projet de reconversion, il va y avoir probablement plus que fortement à rechercher une formation et d'étudier des possibilités de financement. Oui, une fois qu'on a clarifié précisément sur là où on voulait, comment on voulait se reconvertir, il va falloir rentrer dans des dimensions liées à des dispositifs et du financement. Pour cela, on va, dans cette étape, dans le plan d'action, on va en effet étudier la pertinence de suivre telle ou telle formation, mais toujours au regard de votre projet professionnel. Et on va vous aider à sélectionner une formation qui véritablement vous aidera à développer les compétences qui vous manquent. N'oublions pas, nous avons tous déjà les compétences. La question, c'est par rapport à votre projet, c'est lesquelles qui vous manquent ou lesquelles doivent être en effet mises à niveau. Et pour cela, on vous aidera aussi à choisir un organisme de formation. Une fois la formation et l'organisme de formation ont été identifiés, on revient après sur, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour financer? Et là, on vous aidera en fonction aussi du statut sur lequel vous aurez réfléchi dans, en effet, ce projet de reconversion. Maintenant, on rentre sur les dispositifs de reconversion. Quels sont-ils? Et là, je laisse la main à Marlène. Merci Philippe. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien puisque Laetitia me dit qu'on ne me voit plus. Donc, j'espère qu'au moins vous m'entendez. C'est bon, On on te t'entend. voit à bon nouveau. On te Ok. voit à nouveau, c'est bon, oui. Donc voilà, donc je vais vous parler de ce que vous connaissez tous, je pense, c'est le compte personnel de formation, le CPF. Donc faire un petit rappel sur les modalités de ce CPF. Ce compte, il est alimenté automatiquement chaque année suivant les heures acquises. Donc, il est pour les personnes qui travaillent, les salariés qui travaillent au moins à mi-temps. Ce CPF est abondé à hauteur de 500 € par an, dans la limite de 5 000 €. Ça veut dire qu'une fois qu'on arrive à 5 000 €, eh bien, il n'y a plus d'abondement. Ce versement va majorer de 300 €. Ça veut dire qu'on arrive à 800 € par an, dans la limite de 8 000 € pour les bénéficiaires de l'OETH, donc les salariés en situation de handicap qui ont une reconnaissance, et pour les salariés non qualifiés. Les salariés non qualifiés, ça va être les personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un faible niveau de qualification et donc on leur donne un petit coup de pouce supplémentaire pour qu'ils puissent se former.
Donc ce CPF, il est plafonné. Ça veut dire que quand on arrive à la limite de 5 000 € ou 8 000 €, c'est pas la peine de continuer de le regarder. Il va rien se passer, il va pas continuer d'évoluer. Si vous souhaitez qu'il évolue, il faut absolument l'utiliser. L'utiliser en partie ou en totalité et pour ça, vous pouvez, effectivement, mettre en place des formations qui sont éligibles à ce dispositif. Ça va être par exemple, faire une VAE, être accompagné sur une VAE. Une VAE, c'est une valorisation des acquis de l'expérience, qui peut permettre d'obtenir un diplôme. Je vais donner juste un petit exemple. On va imaginer quelqu'un qui travaille dans la comptabilité depuis 10 ans, mais qui n'a pas de diplôme en comptabilité, peut mettre en place une VAE. Il faut 1 an d'expérience minimum sur le métier pour pouvoir, mettre en place ce dispositif et donc passer un diplôme qui correspond au métier exercé. Donc ça peut être un niveau bac, ça peut être un niveau BTS, ce qui peut permettre après, d'avoir une augmentation, d'évoluer sur son poste, de, s'inscrire à un concours de la fonction publique par exemple. Voilà, donc par rapport à une VAE. Donc c'est, vraiment faire appel à un organisme et le financer pour être accompagné sur, la validation des acquis de l'expérience. On a également le certificat CLEA qui est accessible, via, le compte personnel de formation. Laetitia, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur CLEA s'il te plaît? Oui, très volontiers, merci Marlène. Donc effectivement, le certificat CLEA fait partie des dispositifs ou des outils qui se trouvent à Transition Pro Île-de-France. Donc ce certificat, c'est la possibilité pour vous de dresser un état des lieux de votre maîtrise de 7 compétences clés qui sont nécessaires à tout individu qui veut s'inscrire dans une vie sociale, culturelle, civique, professionnelle. Donc on va retrouver calculer, raisonner, donc tout ce qui va être mathématiques, communiquer en français, l'utilisation des outils du numérique, apprendre à apprendre, travailler en équipe. Donc on est plutôt sur un certificat qui va s'adresser à un public peu ou pas qualifié, mais sachez qu'en tout cas, il peut être un véritable tremplin pour ces publics-là avant de s'engager par exemple sur une autre formation ou bien pour obtenir un diplôme, un premier certificat. OK, merci Laetitia. La même chose, on a parlé beaucoup du bilan de compétences dans les questions. Il y a eu pas mal de questions sur le bilan de compétences. Vous pouvez mobiliser votre CPF pour effectuer un bilan de compétences. Donc on a répondu, hein, dans les questions sur la différence entre le CEP et le bilan de compétences. Le point principal, c'est que le CEP, de toute façon, est gratuit. Donc ça peut être bien de le mobiliser avant de mettre en place un bilan de compétences et de voir si effectivement il faut poursuivre sur un bilan de compétences. On peut aussi être accompagné, pour de la création, reprise d'entreprise, donc là aussi mobiliser son CPF pour pouvoir, bénéficier de formations spécifiques quand on veut créer son entreprise. Et également tout ce qui va concerner le code de la route et permis de conduire, permis poids lourd et permis B principalement. Vous pouvez, effectivement mobiliser votre CPF pour les financer. Ce sont des actions de formation qui sont certifiantes, qui sont inscrites, au répertoire spécifique ou à RNCP pour que, voilà, que ce sont vraiment des formations qui donnent un diplôme, qui donnent un titre, un certificat, qui sont répertoriés également sur le compte, personnel de formation. Ce compte, alors si la formation se déroule sur le temps de travail, là, parce qu'on peut l'utiliser complètement en dehors de son temps de travail, hein. Je fais une petite parenthèse. Si par exemple vous aimez beaucoup la pâtisserie, vous avez envie de passer votre CAP pâtisserie pour vous faire plaisir et bien vous pouvez le faire en dehors de votre temps de travail, sans forcément en informer votre employeur d'ailleurs et voilà, le faire en cours du soir, le samedi, être sur des horaires, décalés par rapport à votre poste. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas d'obligation d'en informer votre employeur. Si par contre, vous voulez effectivement devenir pâtissier et préparer un CAP pâtisserie, eh bien là, vous devez demander une autorisation d'absence à votre employeur, que et là, l'employeur peut effectivement, refuser sans justification autant de fois qu'il le souhaite si vous mettez en place vous utilisez votre CPF. S'il accepte, les heures de formation sont un temps de travail effectif et votre employeur maintient votre rémunération. Mais là, c'est à voir effectivement avec votre employeur. Et j'insiste bien, ça c'est dans le cadre où vous utilisez votre CPF, parce qu'après, Laetitia va vous parler d'un autre dispositif sur lequel vous n'utilisez pas votre CPF et vous devez aussi demander une autorisation à votre employeur. Là, au niveau de la prise en charge, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Caisse des dépôts, donc le CPF, ne va financer que le coût pédagogique.
à hauteur des droits acquis sur le compte. Il n'y a pas de prise en charge du salaire ni des frais annexes. Heu, donc c'est uniquement le coût de la formation. Il y a toutefois des abondements qui sont possibles en fonction de votre situation. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que votre employeur, on a beaucoup de grosses entreprises, hein, qui abondent le CPF pour, voilà, former leurs salariés, sur des formations, qui peuvent avoir un lien direct avec l'activité. L'assurance maladie aussi peut abonder, le CPF, Pôle emploi également et le compte professionnel prévention. C'est, là tout ce qui fait appel à des conditions de travail pénibles, le travail de nuit et cetera. Il y a un compte spécifique, qui est alimenté et qui peut s'ajouter au CPF, dont le montant peut s'ajouter au CPF. Le PTP, Laetitia, je te laisse la main sur le PTP. Projet de Oui, transition professionnelle. merci Marlène. Oui, juste un peu avant, Marlène, pour boucler, parce que tu es revenue sur le bilan de compétences, mais il y a eu pas mal de questions, encore une fois, qui demandent la différence entre le bilan de compétences et le CEP. Est-ce que tu peux en dire un petit mot, juste histoire de clarifier Alors, nous, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de contacter un conseiller en évolution professionnelle avant de faire un bilan de compétences. Parce que parfois, le bilan de compétences n'est pas le dispositif qui va le mieux répondre à votre interrogation. La différence principale, c'est effectivement que le conseiller en évolution professionnelle, c'est gratuit, que le bilan de compétences, par contre, est payant et c'est un coût assez important. Et souvent, il peut déboucher sur, eh bien, un changement de métier, une formation et là, vous allez avoir utilisé 2 000-2 500 € de votre CPF qui va déjà être bien entamé et vous ne pourrez pas financer la formation qui sera ressortie, en fait, de ce bilan de compétences. Donc c'est pour ça que ça peut être, voilà, un plus de voir un conseiller en évolution professionnelle avant parce que peut-être que c'est pas un bilan de compétences qu'il faut faire, peut-être que ça va être une VAE, peut-être que voilà, il y a plein d'autres possibilités d'accompagnement et peut-être que le CEP va pouvoir répondre à vos questions via, des tests, via des ateliers, via, voilà, un questionnement personnalisé qui va être suffisant sans passer par un bilan de compétences. Sur un bilan de compétences, on est sur 24 heures d'accompagnement sur 3 mois, dans une durée de 3 mois. Sur le conseil en évolution professionnelle, on est sur quelque chose de plus personnalisé. On a des personnes qui arrivent avec un questionnement déjà bien abouti et ça peut aller très, très vite et d'autres sur lesquelles on va avoir, plutôt, 6 mois d'accompagnement parce qu'il y a une réflexion plus profonde à mener. Et dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on a parlé aussi dans les questions, il y avait beaucoup de questions sur l'immersion, sur cette partie-là. C'est possible de faire un stage, de faire une période d'immersion en entreprise pour bien valider que le projet vous correspond, que ce nouveau métier est possible et est envisageable pour vous. Dans le cadre du bilan, vous allez rester sur de l'enquête métier, sur de la rencontre avec des salariés, ce que vous pouvez faire aussi dans le conseil en évolution professionnelle. Donc de toute façon, contactez en priorité un conseiller en évolution professionnelle avant de partir vers le bilan de compétences sans avoir toutes les clés en main, quoi. Que vous puissiez faire un choix éclairé, je dirais. Voilà, j'espère que j'ai pu, remettre un petit peu de cadre par rapport à cette question qui effectivement revient très, très souvent. Laetitia, je te laisse la main. Du coup, on le verra dans le chat. On le verra dans le chat. En tout cas, il y a beaucoup de questions sur le CPF. Donc, je vous laisse y répondre. Donc, Oui, moi, je vais on va parler prendre la main. du projet de... Voilà, là, le CPF a créé une émulation sur l'onglet questions. Donc, D'accord. moi, je vais vous parler de l'abondement du CPF. Alors, attention, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais l'idée, c'est de créer un lien avec votre compteur CPF. Donc, le projet de transition professionnelle, qui est un dispositif qui est piloté par Transition Pro. Donc, il existe un Transition Pro par région, donc soit 18 transitions pro au niveau national, donc en métropole et en outre-mer. Et chaque association transition pro a cet outil phare qu'on appelle le PTP, le projet de transition professionnelle. Il permet à tous les salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, en CDD, en emploi, intérimaire, intermittent du spectacle, de suivre une formation certifiante sur temps de travail ou hors temps de travail pour changer de métier. Et c'est là quelque chose qui va être important. On n'est pas forcément sur une évolution de carrière, on est plutôt plus sur une logique de reconversion professionnelle. Et c'est pour cela d'ailleurs que le PTP prend
aussi bien en charge le coût de votre formation que le maintien de votre rémunération, puisque très souvent, eh bien, quand on veut changer de métier, faire une reconversion, c'est aussi ce que vous disiez Philippe tout à l'heure, eh bien, c'est une démarche qui peut prendre du temps et qui peut nécessiter une formation assez complète, assez costaud, un diplôme qui peut vous occuper à temps plein ou pas. Ça peut être des formations à temps partiel, ça peut être des formations en distanciel également. En tout cas, sachez que c'est le gros avantage de ce dispositif, c'est qu'il vous permet d'obtenir donc la prise en charge de votre rémunération et la prise en charge du coût pédagogique. Alors, sachez que vous devez avoir quand même un minimum d'ancienneté en tant que salarié pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Donc, globalement, on va dire au moins 2 ans dans la vie active, sauf si vous êtes en situation de handicap. Et en ce cas, eh bien, il n'y a pas de condition d'ancienneté. Sachez également qu'il va falloir choisir une formation qui va être certifiante, donc qui va vous permettre d'accéder à un diplôme, donc qui soit inscrit au RNCP, donc le répertoire. Hop là. Ah, Nous Laetitia, avons perdu Laetitia. euh, donc elle était sur le RNCP, c'est ça? Sur les formations certifiantes, RNCP? Oui, tout à Oui. fait. On va revenir. Moi aussi, je suis surpris par la coupure. Alors, attends. Donc en fait, l'obligation, c'est qu'effectivement la formation, elle soit inscrite au RNCP ou sur le répertoire spécifique. Et dans le cadre du PTP, la prise en charge, c'est ce sont les coûts pédagogiques et la rémunération. Mais il y a effectivement une demande de financement qui est à réaliser auprès de l'association Transition Pro de votre région. Il y a un Transition Pro par région, hein. Et donc là, on prend en compte effectivement 3 critères. La cohérence du projet, si le parcours est pertinent et permet d'aboutir sur un métier aussi, donc on peut parler parfois de métier porteur. Voilà, l'objectif, c'est pas faire une formation pour faire une formation, ou de financer une formation pour financer une formation. C'est vraiment d'avoir un métier qui soit, sur lequel il y ait de la demande dans votre région, dans votre secteur d'habitation. Et également, donc voilà, on étudie effectivement les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Ça, c'est totalement pris en compte dans le cadre de la commission. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un projet, un PTP de mis en place, il y a forcément une demande d'autorisation d'absence qui est faite auprès de l'employeur. Et là, l'employeur n'a d'autre choix que d'accepter, puisque tout est pris en charge, le coût de formation, donc pédagogique, et également le salaire qui est remboursé à l'employeur lorsque vous êtes absent, que vous êtes en formation. Donc ça, c'est sur des formations qui sont assez longues et puis qui peuvent s'exercer en totalité durant le travail ou en partie durant le temps de travail. Donc, et là, il y a effectivement une autorisation d'absence. L'employeur peut différer la demande, c'est-à-dire que, il peut vous dire: «Ben non, moi ça m'arrange pas que vous partiez maintenant en formation, mais ça peut être dans 6 mois, dans 9 mois». Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a un surcroît d'activité, on a, un besoin, un besoin supplémentaire où il y a déjà une personne qui est actuellement en formation au sein de l'équipe, donc ça va pas être possible de vous laisser partir tout de suite. Mais par contre, quand vous refaites une demande, vous avez 9 mois pour de nouveau faire une demande. L'employeur y répond favorablement et effectivement, doit avoir un petit peu anticipé votre départ puisque vous avez déjà fait une demande, il se dit que vous allez à nouveau faire la demande et là, il doit soit avoir recruté, soit, pallier votre absence d'une façon, ou d'une autre en réorganisant, peu importe. Je précise juste, Marlène, en effet, que Vas-y. la notion des 9 mois, vous pouvez refaire une demande, en effet, d'absence pour aller en formation, mais la notion de 9 mois s'appréhende par rapport à la date à laquelle vous deviez potentiellement partir En formation. en formation, hein, et non pas à partir et non pas de la date à laquelle vous avez fait informer votre employeur de votre demande d'absence, hein. Donc, si vous faites une demande, et il faut la prévoir à l'avance, en effet, et que cette formation commençait ou commence mi-2023 et que la réponse est négative, ça sera seulement que 9 mois plus tard que mi-2023 que vous pourrez de nouveau formuler votre demande d'absence. Et là, l'employeur ne pourra pas vous la refuser. Refusé. Et c'est une demande qui doit être faite par écrit, obligatoirement par écrit,
à minima par mail. L'idéal, c'est écrit, accusé de réception. Même si vous vous entendez très bien avec votre employeur, que vous faites une demande à l'oral, il faut forcément le faire par écrit, pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc tout ça, il faut vraiment, l'anticiper, le préparer et c'est en ça que le conseiller en évolution professionnelle sert aussi de guide. Avec lui, vous pouvez mettre en place un rétro-planning pour faire toutes les démarches en temps et en heure et pas être, effectivement, pris, je dirais un peu, en pas à la gorge, mais que ça soit pas fait, à la va-vite et pour ne rien rater. Sinon, il y a aussi ce dispositif, démission reconversion qui est assez connu également. Laetitia nous rejoint. Ça va Laetitia? Je suis sincèrement désolée. Donc, en tout cas, C'est pas grave. j'ai pu entendre malgré tout que Philippe et Marlène, vous avez donné l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur le projet de transition professionnelle. Donc, je vais Peut-être que en tu mettre. veux voilà, on a rappelé les délais effectivement, le process aussi, la demande quand est-ce qu'elle doit intervenir et quand est-ce que l'employeur, voilà, peut différer le départ. Enfin, voilà, on a remis un petit peu le cadre. Donc, on te laisse de nouveau la main si c'est OK pour toi. Oui, c'est parfait, C'est merci bon? beaucoup. Alors, OK, de oui, oui, rien. oui. Alors, je vais juste rajouter un tout petit élément juste Vas-y. important parce que je ne sais pas si là, je ne l'ai pas entendu du coup. Donc, on est d'accord qu'il faut être en emploi dans le secteur privé pour déposer une demande. Donc, je réponds en même temps à Emmanuel qui pose la question du chômage. Non, il faut être en emploi, même si c'est un CDD, ça vous ouvrira à nouveau vos droits. Sachez tout de même que dans le cadre de ce type de demande, il va falloir argumenter votre projet professionnel. Donc, je ne sais pas si Marlène ou Philippe ont eu l'occasion de vous le dire. Mais on a donc une équipe chez nous qui va être en charge d'analyser les démarches que vous avez réalisées pour vérifier que votre projet est bien concret. Marlène vous a parlé tout à l'heure des périodes en immersion en entreprise, ça en fait partie. Donc, c'est des éléments qui vont nous permettre à nous de nous assurer que vous avez bien compris dans quelle reconversion est-ce que vous vous engagez. Et c'est pour cela que même si le CEP n'est pas obligatoire, eh bien, c'est quelque chose que nous allons recommander. Être accompagné en CEP, être accompagné en bilan de compétences, être accompagné par un professionnel, un expert du marché de l'emploi, pour nous, ça va être un atout et cela va faire partie de nos priorités de financement. Donc, vous allez le voir sur notre site internet, on a également des priorités de financement qui vont aider à la décision, mais sachez que le critère qui va rester le plus important, on va dire, c'est la qualité de votre projet également. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter sur le PTP. Alors, en revanche, sur le dispositif démissionnaire, on est bien sur un dispositif où le CEP est obligatoire dans votre démarche. Donc, cette fois-ci, on va s'adresser aux salariés du secteur privé qui sont uniquement en CDI et qui ont au moins 5 ans d'activité comme salariés en continu, donc que ça soit dans une ou plusieurs entreprises. Ce sont des salariés qui ont ouvert leur droit à l'assurance chômage au moment où ils démissionnent dans le but d'avoir un projet, de réaliser un projet de reconversion qui implique soit un projet de formation, soit un projet de création ou de reprise d'entreprise. Alors, en étape 1, ce qui va être essentiel, ça va être de vous assurer que vous remplissez bien les conditions d'éligibilité de ce dispositif. Donc, ces conditions d'éligibilité, c'est ce que je vous disais, déjà être en CDI, ça c'est très important, depuis au moins 5 ans en continu, ou au moins s'il y a 2 employeurs, que les 2 employeurs se succèdent très rapidement, que vous travaillez bien pour une entreprise du secteur privé. Donc voilà, il y a quand même des conditions en tout cas qu'il faut vérifier. Vous pouvez le faire via le site démission-reconversion.gouv.fr ou également donc utiliser le simulateur de Pôle emploi. Vous obtiendrez une réponse qui va être plus de l'ordre de la déclaration, entre guillemets. Vous ne serez pas sur une réponse qui va être ferme et définitive, mais vous aurez déjà au moins un élément de réflexion pour vous dire si ce dispositif s'adresse bien à vous. Une fois que vous avez réalisé cette étape, eh bien, avant de faire toute démarche de démission, eh bien, vous devez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est là l'étape clé qui vous permet de démissionner si vous le souhaitez. Alors après, vous le verrez, que ce soit au niveau de transition pro, au niveau du CEP, on va toujours vous conseiller de démissionner le plus tard possible dans votre démarche. On est quand même sur un dispositif qui a plusieurs étapes successives. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, si vous le pouvez, démissionner à la dernière minute. Donc, le CEP va être là pour vous accompagner à
dans la construction de votre projet et dans sa restitution. Restitution qui va être ensuite retranscrite à Transition Pro. Donc, ça va être déposer un dossier papier ou en version dématérialisée. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur ce type de modalité. Donc, vous allez nous retranscrire votre projet, nous le restituer avec toutes les démarches que vous avez réalisées. Donc, peut-être que le CEP, dans le cadre d'une création d'entreprise, va vous orienter vers une chambre du commerce, donc, ou peut-être une boutique de gestion, donc pour vous accompagner dans tout ce qui va être beaucoup plus en lien avec la création d'entreprise. S'il s'agit d'un projet de formation, eh bien, ce qui va nous intéresser, ça va être notamment comment est-ce que vous allez financer ce projet de formation, puisque sachez que dans le cadre du dispositif démissionnaire, Transition Pro n'est pas financeur. Cela signifie que vous devez avoir identifié les ressources de financement au moment où vous constituez votre projet. Alors, vous avez un avantage énorme, hein, c'est que le CEP travaille très étroitement avec Transition Pro et donc ils connaissent bien tout cela. Donc, on est beaucoup sur du technique, mais sachez que c'est l'avantage que vous avez. Vous avez un technicien qui est là et qui travaille main dans la main avec nous et qui pourra vous aider justement à comprendre un petit peu tout cela et qu'est-ce qui doit être contenu dans votre projet. Une fois que votre projet est déposé chez nous, eh bien, Transition Pro, en étape 4, va vous délivrer, s'il y a lieu, une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet. Donc, Transition Pro, via sa commission paritaire, va statuer et vous dire, et vous donner une attestation qui va vous permettre de vous inscrire à Pôle emploi. Donc, pour vous inscrire à Pôle emploi, vous aurez nécessairement démissionné, mais vous aurez 6 mois, donc à partir du moment où vous donnera cette attestation, pour vous inscrire à Pôle emploi. Et en étape 5, eh bien, sachez que ce sera Pôle emploi qui va suivre ensuite la mise en œuvre de votre projet sur la base de ce que vous avez décrit et qui va bien sûr reprendre les éléments administratifs de votre dossier pour définitivement vous donner le montant de l'allocation retour à l'emploi que vous pourriez percevoir. Donc, soyez vigilants, on est quand même sur un dispositif qui a quand même pas mal de zones de contraintes en termes d'éligibilité et de suivi aussi du côté de Pôle emploi. Et vous avez donc tout ce travail-là de construction à réaliser avec l'opérateur CEP. Donc voilà pour le dispositif démission reconversion et je vais à présent donc vous parler du dispositif transition collective. Donc juste pour vous faire un petit lien, alors à Transition Pro on va trouver le PTP, le projet de transition professionnelle, donc notre dispositif phare entre guillemets qui permet de sécuriser les reconversions professionnelles des salariés. Eh bien vous avez transition collective qui est, on va dire, un peu de la même famille parce que on est sur un dispositif qui a des règles très très proches à celles du PTP, sauf que la grande différence qu'on va y trouver, c'est que le PTP est un dispositif à initiative individuelle, tandis que transition collective est un dispositif à initiative de votre employeur. C'est votre employeur, quand vous êtes salarié, en CDI, en CDD ou intérimaire, qui va identifier votre métier comme métier qui va avoir des mutations, qui peut peut-être être fragilisé par un contexte, qui fait en tout cas que votre métier va être ciblé dans ce qu'on appelle un accord d'entreprise et qui va vous donner accès à ce dispositif. Alors sachez que ce dispositif, eh bien, vous devez être volontaire pour vous y engager. En gros, transition collective, c'est la rencontre entre une situation de l'entreprise qui anticipe que peut-être certains métiers pourront évoluer dans son entreprise, avoir une mutation, être fragilisé. Donc, on est sur de l'anticipation, on n'est pas sur du court terme. Et la rencontre avec un salarié qui, à côté de cela, a un projet peut-être de reconversion. Eh bien, sachez que ce dispositif, il vous permet de financer une formation certifiante. Donc là, on retrouve un peu les mêmes règles que sur le PTP, qui peut aller jusqu'à 2 ans, pour vous diriger vers un métier porteur. Et à nouveau, donc, on est sur un dispositif qui vous permet d'obtenir la prise en charge de votre coût pédagogique, du coût pédagogique de votre formation et la prise en charge de votre rémunération. Donc voilà pour les grandes lignes du dispositif transition collective. Et si vous pensez que ce dispositif peut intéresser votre employeur, eh bien, n'hésitez pas à lui recommander de nous faire intervenir dans son entreprise, donc via notre site internet. Il est tout à fait possible de faire intervenir Transition Pro chez vous
pour échanger sur nos dispositifs au nombre de 5. Voilà. Je ne sais pas, Philippe, si tu souhaites ajouter des choses sur transition collective ou Marlène. J'essaie de faire les grosses lignes. En quelques mots, l'essentiel a été dit de toute façon, et en effet, que ce soit Transition Pro Île-de-France ou mon conseil en évolution professionnelle, le conseiller en CEP en évolution professionnelle, par contre, nous intervenons en effet auprès des entreprises en réunion d'information collective pour vous permettre, en effet, dans un premier temps, collectivement, de revenir sur en quoi consiste le dispositif, et puis vous inviter après à vous rapprocher de votre conseiller en évolution professionnelle pour, en effet, rentrer un peu plus dans le détail. Voilà. Merci, Philippe. Et je laisse la main, donc, pour reprendre. Ah. Voilà, j'ai bougé trop vite. Oui, donc, on a évoqué, en effet, beaucoup de choses depuis le début de ce webinaire. Le CEP dans tout ça, vous l'avez compris, il est là avant tout pour accompagner votre projet. Et on ne pourra pas assez vous le répéter, même en revenant près de la caméra, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, venez nous rencontrer. L'objectif, c'est ça. On est là pour vraiment vous aider à prendre de la hauteur et à vous faire gagner du temps et vous permettre à vous de décider, puisqu'on n'impose rien, n'oubliez pas. Aucun intérêt, aucune facturation, confidentialité. Et on est là avant tout pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec nous. Et pour cela, c'est simple. Dans un premier temps, on vous invite d'aller, c'est indiqué sur la droite de l'écran, sur un site qui est www.mon-cep.org. C'est sur ce site qui concerne l'ensemble des opérateurs du CEP sur tous les territoires que vous pourrez identifier au travers de la rubrique « Je trouve mon conseiller ». Voilà, c'est simple. Vous mettez la commune sur laquelle vous souhaiteriez que ce rendez-vous ait lieu, alors que ce soit proche de votre domicile, proche de votre travail, et va s'afficher l'opérateur qui est le plus en proximité. Et bien entendu, ce sera en fonction de votre situation. Comme on l'a évoqué au tout démarrage, si vous êtes demandeur d'emploi, ça sera principalement Pôle emploi. Et les autres opérateurs, en effet, en fonction de votre statut. Voilà. Donc, vous l'avez compris, prenez un rendez-vous avec un conseiller, c'est ce qu'on peut vous indiquer de plus. Voilà, nous avons terminé, je vais redonner la parole à mes collègues, nous avons terminé cette présentation. Juste pour précision et par avance, par excuse, il y a beaucoup de questions. Donc, on a dans un premier temps essayé d'y répondre et on va continuer sur ces minutes qui nous restent. Je regarde l'heure, il est 48, donc on a en effet une douzaine de minutes. On va pouvoir essayer de commencer à y répondre. Marlène, un mot, Laetitia aussi, après, avant qu'on reprenne les différentes questions. Non, je pense qu'on va reprendre les questions. Questions ? Oui, c'est ça. Là, j'étais en train de répondre justement, il y en a une qui arrive très fréquemment, qui est récurrente, c'est est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle sur notre temps de travail ? Alors, dans la mesure où, c'est Aurore qui pose cette question, dans la mesure où ce service est confidentiel, vous n'avez pas d'obligation d'en prévenir votre employeur. Donc, si vous voulez effectivement que ce CEP s'organise sur votre temps de travail, il vous faut en parler à votre employeur. Et là, c'est en fonction du bon vouloir de votre employeur et de son organisation. Mais normalement, le CEP, c'est en dehors du temps de travail. L'employeur n'a aucune obligation d'accepter que vous alliez le vendredi après-midi rencontrer votre conseiller alors que vous êtes normalement en poste à cette heure-là. Donc, et puis on a une flexibilité aussi, nous, en termes de rendez-vous. On a des agences qui sont ouvertes le samedi matin. On peut être sur des rendez-vous en soirée, en début de soirée, jusqu'entre 18 et 20 heures, ou sur la pause déjeuner, 12-14 heures. On fait aussi des rendez-vous en visio. Donc voilà, on a une certaine flexibilité puisqu'on s'adresse à des salariés et ça, on ne l'oublie pas. Donc je pense que c'est possible de le faire complètement en dehors du temps de travail et c'est le cas de la majorité des personnes qui nous contactent. Je reprécise concernant la modalité, excuse-moi Laetitia, les modalités d'échange avec votre conseiller en évolution professionnelle sont libres, c'est-à-dire soit en présentiel, en face à face, mais aussi à distance. Et à ce titre, vous pouvez soit échanger par téléphone ou en visioconférence. Laetitia.
Oui, alors moi du coup, je vais peut-être on va essayer de répondre, se servir du temps pour répondre oralement à certaines questions Oui. qui peut-être peuvent être importantes à l'oral. Donc malheureusement, ça sera pas exhaustif, hein, ça va être difficile de tout reprendre, mais voilà, quand il y en a certaines qui peut-être nous interpellent, on peut peut-être en refaire un petit discours oral. Donc là, moi, je vois quelque chose sur le dispositif d'émission, notamment une personne qui travaille à la SNCF, et il y avait une autre personne qui évoquait le fait que son employeur ne cotise pas à Pôle emploi. Donc, en effet, soyez vigilants dans le cadre du dispositif démissionnaire. Tout repose sur l'affiliation à Pôle emploi. Si vous êtes votre entreprise, travaille et du domaine privé, eh bien effectivement, elle va cotiser à Pôle emploi et donc de fait, vous aurez le droit de bénéficier de l'allocation retour à l'emploi. C'est aussi ce qui fait que ce dispositif n'est pas accessible dès lors que votre entreprise vient du secteur public. SNCF, je crois qu'il y a 5 agences, 5 entités, me semble-t-il, qui, elles, sont du domaine public. Et en ce cas, soyez vigilants, vous n'êtes pas éligible à ce dispositif. Donc vraiment, renseignez-vous pour voir quel est le statut de votre entreprise avant d'engager une démarche de ce type-là, puisque si vous démissionnez, vous n'aurez droit à rien vis-à-vis du Pôle emploi. Donc vigilance sur le statut de votre entreprise et voilà. Il y avait une question concernant les différents dispositifs. Alors, quand on parle de dispositifs, hein, on va juste les renommer, puisqu'apparemment, il y a différentes questions sur le sujet. Donc, quand on parle des dispositifs de formation, un des premiers dispositifs, c'est celui que dispose l'entreprise elle-même au travers d'un financement qui concerne, anciennement, ça s'appelait le plan de formation. Aujourd'hui, ça s'appelle le plan de développement des compétences. Donc, déjà, première source de financement possible, l'employeur. Deuxième source de financement possible, on l'a évoqué, il nous est personnel en tant que salarié, c'est même pas en tant que salarié, en tant que personne, c'est le compte personnel de formation. Troisième outil, c'est l'intervention un peu plus de Laetitia qui concerne le PTP, projet de transition professionnelle, anciennement connu sous le nom du congé adulte de formation. Vous avez bien sûr aussi des dispositifs comme la validation des acquis d'expérience, la VAE. Vous avez le bilan de compétences et vous avez le conseil en évolution professionnelle, en effet, qui est un moyen aussi de vous permettre d'avancer dans vos différentes réflexions. Voilà. Je ferme la parenthèse. Marlène, tu veux intervenir? Il y avait une question de Fabien. Non, c'est Michael qui demande, il a travaillé 5 ans en France, puis 6 ans au Canada, et il travaille depuis un peu plus d'1 an avec le même employeur. Est-ce qu'il peut prétendre à intégrer le dispositif Transition Pro, Laetitia? Excuse-moi, j'ai pas écouté, j'étais sur Est-ce une qu'il autre peut réponse. prétendre, par exemple, est-ce qu'il peut prétendre à un PTP, Michael? Il a travaillé 5 ans en France et 6 ans au Canada, et aujourd'hui, le même employeur. Est-ce qu'il peut prétendre, par exemple, au PTP? Est-ce qu'il rentre dans les… 6 ans au Canada et là, il Oui. revient du Canada. Je pense qu'il faut… j'avoue que là, il faudrait vraiment poser la question plus spécifiquement. N'hésitez pas à poser la question directement sur un espace personnel que vous pouvez créer sur notre site internet. Ça va vous permettre d'interroger directement les bonnes personnes. N'hésitez pas également à nous contacter au 01 44 10 58 58. Là, je vous avoue que c'est une question qui est quand même assez technique et assez précise. Je pense qu'il faut vraiment étudier un peu plus votre parcours avec des experts de l'instruction chez nous. Parce que là, on est vraiment sur du cas particulier. Il faut vraiment voir. Souvent, c'est au cas par cas, hein, Michael aussi, hein, en fonction des dates. On ne peut pas forcément répondre aux questions très personnelles, hein, dans ce webinaire, malheureusement. Mais bon, voilà, je vous ai mis le lien vers le site Transition Pro. Après, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais vous allez pouvoir identifier celui de votre région. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je balaye un peu. Oui, alors Maude et Fadila, vous nous dites que la SNCF a bien un statut de société anonyme, mais c'est l'antériorité qui compte, c'est-à-dire au moment où vous avez débuté votre contrat. Je vous le dis parce que je vous le dis pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas du tout notre objectif. Nous, on est là pour vous éviter de vous prendre un mur qui va être celui de Pôle emploi. Nous ne sommes pas décideurs de ces règles-là, nous sommes des applicants. Que ça soit au niveau du CEP ou de Transition Pro, on peut très bien vous remettre une attestation du caractère réel et sérieux, mais dès lors que votre entreprise ne cotise pas à Pôle emploi, eh bien, vous ne pourrez pas bénéficier de ce dispositif de droit commun. Donc vraiment, moi, j'attire votre vigilance parce qu'on a eu beaucoup de personnes de la SNCF
qui se sont retrouvés à démissionner sans rien avoir. Donc, vraiment, on va clore le débat sur le dispositif démissionnaire, mais en tout cas, sachez qu'il comporte des risques et vraiment, n'y allez pas sans sécuriser toutes ces questions-là en amont. Exactement. Il y a une petite Nous avons- question dans le chat sur laquelle je voudrais un peu revenir parce que c'est une question qui revient souvent. Alors, c'est mieux si vous mettez les questions dans l'onglet questions, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai balayé rapidement. C'est de tous les côtés. Il y a Élodie qui demande, voilà, quels sont les délais? Parce que, par exemple, elle a sa formation qui débute en septembre 2023. Quand est-ce qu'elle doit rendre son dossier, pour demander un PTP? Quand est-ce qu'elle doit obtenir son employeur? Je pense qu'elle veut un petit peu, des dates pour, voilà, voir quand est-ce qu'elle lance les démarches, Élodie. Donc si on a une formation qui débute en septembre, quel est l'idéal, Laetitia? Donc, elle veut qu'on lui fasse son rétro-planning, en fait, c'est ça? C'est ça, en gros, je pense que c'est ça, c'est la question d'Élodie. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là et qui ont, voilà, envie de savoir si on fait les choses un mois avant, est-ce que c'est suffisant? Non. Alors non. Est-ce que c'est En effet, c'est très important et c'est une question qui est très pertinente. On a bien évidemment des délais de dépôt de dossier, c'est-à-dire que si vous êtes salarié en CDI, il vous faut absolument déposer votre dossier complet aux transitions pro de votre région 3 mois avant la date de démarrage de votre formation. Et quand je dis complet, c'est extrêmement important parce que dans la voie dématérialisée de votre dossier, vous avez 3 volets. Un volet qui dépend de vous, un volet qui dépend de l'organisme de formation et un volet qui dépend de votre employeur. Ça signifie que les 3 volets doivent être complets avec toutes les pièces administratives obligatoires pour que nous puissions le réceptionner et l'analyser. Donc, nous, le délai est de 3 mois. On ne prend pas 1 heure ou 2 pour faire ce dossier-là, croyez-moi, ça prend du temps. Et si vous êtes salarié en CDI et que le projet de transition professionnelle va entraîner une coupure de votre temps de travail, puisque vous allez être en formation au lieu d'aller chez votre employeur, eh bien, il faut compter aussi 1 mois pour demander l'absence à votre employeur. Et donc, on est déjà au moins à 4 mois. Moi, je ne saurais que vous recommander au moins de prévoir 5 mois à l'avance pour sécuriser un petit peu les choses. Et donc, si vous êtes sur une formation de septembre 2023, eh bien, je vous invite à retirer 5 mois pour débuter vos démarches. Sachez en tout cas que si vous déposez votre dossier en avance, eh bien, ce n'est pas du tout pénalisant. Donc, on peut tout à fait envisager de l'étudier dans un délai raisonnable, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça va vraiment être fluctuant par rapport à notre activité. Si on a la possibilité d'étudier votre dossier en avance, on le fera, mais en tout cas, il ne sera pas étudié en priorité sous prétexte que vous l'avez déposé en avance. Mais si vous souhaitez être tranquille et vous dire, bon, je serai sûr comme ça de ne pas être hors délai, eh bien, vous pouvez tout à fait le déposer 4 mois, 5 mois à l'avance. Enfin, voilà. Il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Soyez juste vigilants à nos délais, puisque ça, c'est incompressible et on ne pourra pas étudier votre dossier s'il est hors délai. Alors, il y a une question de Jessica. Jessica, je suis désolé si je ne la comprends pas tout à fait, donc je vais la lire telle que vous l'avez formulée. Vous indiquez que quand on est à Pôle emploi, y a-t-il des financements additionnels au CPF possibles? Alors, quand on est à Pôle emploi, est-ce à dire qu'on est demandeur d'emploi et que vous posez la question, ou est-ce que quand on est à Pôle emploi, ça veut dire que vous êtes salarié de Pôle emploi? Voilà, c'est juste mon doute. Alors, lorsqu'on est demandeur d'emploi, en effet, Pôle emploi peut avoir des abondements possibles au CPF. Donc, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir, en effet, certaines sommes complémentaires à votre CPF de par vos caractéristiques, à savoir peut-être pas diplômé. Bref, Pôle emploi a des aides et des abondements possibles. Ça, c'est lorsqu'on est demandeur d'emploi. Maintenant, autre réflexion, c'est si maintenant je suis salarié de Pôle emploi, la question est valable pour d'autres structures qui assurent un service public, c'est de vérifier déjà si vous êtes sous contrat de droit privé. Si vous êtes sous contrat de droit privé, en effet, vous aurez accès au conseil en évolution professionnelle. Et c'est pour ça que nous avons comme bénéficiaires des personnes qui sont salariées de Pôle emploi. Par contre, si vous êtes sous l'ancien régime, en effet, où là, vous êtes assimilé à des personnes de la fonction publique, nous ne pourrons pas vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. De façon générale, et ça sera ma conclusion sur cette thématique,
que les employeurs peuvent décider de libre arbitre qu'en fonction de certaines caractéristiques, ils vont abonder. Donc, ils vont volontairement, donc il n'y a aucune obligation, ils vont abonder votre CPF. Donc, ils vont vous permettre, en effet, et sans limite, ils peuvent, voilà, c'est très ouvert, concourir à vous donner plus de ressources pour financer, en effet, votre compte personnel de formation. Ça, il faut se rapprocher directement de votre employeur. Généralement, c'est associé aux personnes qui sont peu diplômées ou qui peuvent être en situation de handicap. C'est propre à chaque entreprise. Voilà. Il est 11 heures. Exactement. Ouais. Donc, Marlène, je vais te laisser la conclusion, oui, pour fermer après. On va clôturer. On vous remercie vraiment pour votre participation, vos nombreuses questions. On a essayé d'y répondre le mieux possible. N'hésitez pas à retrouver le replay du webinaire et à vous connecter sur le site semaine-évolution-professionnelle.fr pour regarder un petit peu le programme, voir s'il y a d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser, vous parler et y participer. N'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à consulter les replays dans les semaines à venir. Merci beaucoup à vous. Je laisse Philippe et Laetitia vous saluer. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et peut-être au plaisir de vous recroiser sur un nouveau webinaire cette semaine. Laetitia. Merci Marlène, merci Philippe. Merci à tous pour votre attention. Donc, on est ravis que ce webinaire vous ait plu. On a pu voir dans le chat. Encore mes excuses pour la petite coupure. Et merci donc à Groupement Évolution d'avoir invité donc Transition Pro pour pouvoir vous parler aussi de nos dispositifs dans le cadre de ces semaines de l'évolution professionnelle. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je vois que les pouces sont levés et donc merci encore beaucoup. On a eu plaisir à vous retrouver et vous l'avez compris, venez nous rencontrer. Venez rencontrer aussi Transition Pro. On est là. Voilà, on vous dit au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci Philippe, merci Laetitia. Merci.